mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Je vais renouveler mes présentations. Mon nom c'est Zou Mb Nkidi, lauréat Alex. J'appartiens à l'institution qui s'appelle Nou Martiniquais, l'État martiniquais. Donc vous voyez les symboliques de cette structure, le noir, le rouge, le vert et l'arc bleu. L'arc bleu symbolise la Grande Caraïbe et la Petite Caraïbe. J'appartiens à la Petite Caraïbe, au pays qui s'appelle, que moi j'appelle Maratanacus et que le système colonial français appelle la Martinique. Donc je suis également écrivain, j'ai écrit un premier livre, L'État martiniquais, une exigence politique imminente, et puis un deuxième livre, La nation martiniquaise, une force spirituelle. Donc je vous ai étalé un petit peu ce que je lis et qui alimente mes savoirs. Donc aujourd'hui, on va parler de la colonialité, de la vision. Donc avant, j'avais parlé de colonialité de l'être, qui a introduit le racisme. C'est une grande séparation de le genre humain. Ensuite, j'ai parlé de la colonialité du savoir, c'est-à-dire il y a un groupe humain qui s'est accaparé du savoir et qui a éliminé toutes les autres sciences issues des autres peuples. Et puis, j'ai parlé aussi de la colonialité du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à s'organiser a été confisquée par un système qui s'est mondialisé. Alors aujourd'hui, on va parler de la colonialité de la vision. Est-ce qu'il y a une vision qui guide le monde? Oui, il y a une vision qui guide le monde. On pourrait l'appeler le nouvel ordre mondial. Et son principe institutionnel est basé sur l'élite. Donc il y a des principes pour gérer cet élitisme. Alors on va voir un petit peu sur quoi cela s'appuie. Donc ce qu'on a vu avant préfigure cet élitisme, c'est-à-dire cet élitisme est basé sur l'élitisme de la racialisation. Donc une séparation du genre humain, je disais ça tout à l'heure là. Donc ça trouve aussi son fondement historique dans les sciences négo-égyptiennes qui en fait unifiaient la partie matérielle de l'homme et sa partie immatérielle. Il s'est trouvé que les Caucasiens, les leucodermes n'ont pas réussi à appréhender les savoirs pharaoniques qui faisaient de l'humain, disons, un exemple spirituel. Donc c'était à cette époque-là, et le mode de vie était basé sur l'unicité du spirituel, de l'énergie et de la matière. Et il s'est produit la chose suivante, que les Grecs se sont introduits dans l'histoire pharaonique et ils ont tout chamboulé. Ils ont réinventé le monde. Ce qui veut dire qu'ils ont compris d'une façon très divisionnaire les savoirs pharaoniques. Bon, pour atteindre la divinité, ils se sont dit que c'est une élite qui est capable de faire ça. Et ainsi, ils se sont appuyés sur des philosophes comme Socrate, Platon et notamment Aristote. Il faut savoir Aristote, c'est lui qui a introduit la philosophie juridique de l'esclavagisme en Grèce. Et puis on a vu les ravages que ça a produit de par le monde. Donc, il s'agit pour les Grecs, comme ils ont réinventé le monde, ils ont donc réinventé les dieux à la manière des négo-égyptiens.
Ils ont réinventé aussi les religions. Et ça a donné une multiplicité d'interprétations jusqu'à ce que on arrive aujourd'hui à une grande disons une grande division avec de nombreuses sectes qui veulent exprimer cette unicité du divin dans l'homme. Alors pour cela, on a vu de par le monde comment ça s'organisait à partir d'un système de royauté. La royauté, c'est-à-dire en fait, les rois étaient l'incarnation du divin sur terre. Et le bas peuple, était dit inaccessible à la divinité. Donc il fallait éliminer ces gens-là. Il fallait exclure le bas peuple des prétentions de l'élite qui était accessible, lui, éligible aux choses divines. Et c'est comme ça qu'on a eu des royautés de par l'Europe, de par l'Asie, enfin de par le monde. Et il s'est introduit à ce moment-là une vision élitiste du monde. Alors ça s'organise comment? Ça s'organise de la façon suivante. C'est-à-dire qu'au niveau des religions, il y a une grande bataille pour dire, voilà, le Dieu il se trouve là, et il faut être croyant, il faut avoir une foi dans ce Dieu qui se trouve en dehors de l'humain, en quelque part dans l'univers, et il faut aller à sa recherche à partir de préceptes, de principes, de moralité, de mode de vie. Alors, ça c'est les aspects, religieux et un petit peu philosophiques. Alors, sur le plan philosophique, je voudrais revenir, c'est-à-dire après Aristote, 1500 ans après, il y a eu la période de ce qu'on a appelé, les Européens appelaient les siècles de lumière, qui a tout renormalisé philosophiquement, et notamment Descartes, qui a amplifié le principe de la séparation de la matière, de l'immatériel, de la nature et de la culture, et puis du visible et de l'invisible. Alors là, nous sommes dans un espace vraiment de séparation de choses, séparation de la vision, séparation de la matière, et séparation aussi des technologies. Alors on va faire des technologies qui sont liées à la matière, et on va laisser toutes les perspectives technologiques liées au savoir spirituel de l'invisible, on va laisser tout ça de côté. Et ça va donner un monde bipolaire, c'est-à-dire un monde qui est basé sur la matière, un monde qui récuse les matériels. Alors, donc, ça a donné des sciences, beaucoup de sciences. Et nous avons des sciences aujourd'hui, par exemple, la science médicale. On va traiter les symptômes, mais pas l'origine ou la source de ces symptômes. On va faire par exemple, pour parler de choses actuelles, des vaccins qui introduisent la maladie pour produire des anticorps pour vous protéger. Alors que d'une façon innée, je connais des gens qui n'ont jamais pris de vaccin et qui résistent aussi bien à toutes sortes de maladies. Donc, on voit très bien que le principe, la science médicale n'est pas faite sur l'harmonie entre l'invisible et le visible. Bon, vous avez d'autres sciences, la science physique, c'est-à-dire qui s'attache uniquement à mesurer les émotions, par exemple, les forces, les conflits physiques dans l'homme. Donc, ça nous donne une physique mesurable, que l'on peut quantifier et que l'on peut maîtriser. Et c'est comme ça l'homme arrive à se dimensionner, à faire voler, par exemple, des avions, à faire flotter des navires,
à créer des sous-marins, etc., etc. Et à même se soustraire de l'attraction terrestre. Mais cela, vous voyez, est bien dommageable pour le genre humain et la planète Terre. Et alors que dans la philosophie négo-égyptienne, disons, ces choses-là se faisaient à partir de la technologie, disons, spirituelle. Hein, j'appelle ça entre guillemets, c'est-à-dire une technologie énergétique. Bref, comment l'élite sur le plan mondial s'organise? Par la maîtrise d'un certain nombre de structures internationales comme l'ONU, le FMI, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et puis aussi par la maîtrise des stratégies militaires, nous avons l'OTAN, et puis par rapport à un certain nombre de pays, notamment des pays de l'Afrique, vous avez le franc CFA. C'est-à-dire que vous avez un élitisme de contrôle qui contrôle les puissances intermédiaires continentales comme l'Afrique. Et puis, vous avez quelque chose de formidable, et le forum de Davos. C'est un forum économique mondial qui rassemble toutes les multinationales, tous les chefs d'État, et notamment les partis politiques les plus importants. Et puis aussi tous les grands financiers. Il ne faut pas oublier que dans l'élitisme, les finances sont maîtresses dans des stratégies de conquête et de domination. Alors, vous avez le forum de Davos qui fait la belle part aux multinationales et qui dessine les stratégies sur 10 ans. 10 ans pour tel pays, 10 ans pour l'ensemble de la communauté européenne, pour les États-Unis, pour l'Asie. Et à ce moment-là, c'est véritablement une stratégie d'anticipation. Alors, ça c'est sur le plan international. Maintenant, sur le plan national, comment interpréter l'élitisme? L'élitisme, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une pensée unique. C'est-à-dire que le fait d'avoir institué des principes démocratiques, c'est-à-dire la démocratie, tout le monde s'en sert. Mais, je l'ai toujours dit, au niveau international, c'est un principe de division. C'est un principe de division, c'est-à-dire que vous avez une majorité, vous avez une minorité qui fait office d'opposition. Par conséquent, où se trouve l'élitisme? L'élitisme se trouve dans la partie majoritaire. C'est-à-dire que plus personne ne vote. C'est-à-dire que 2 personnes sur 3 s'abstiennent. Par conséquent, le système il fonctionne par une représentation qui est faussée. Et ça rend beaucoup plus facile le recrutement, par exemple, des parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les maires. Ceux-là sont pressentis par le nouvel ordre mondial pour diriger tel pays ou tel autre pays. Donc, vous avez un autre système que le système des partis. Le parti, c'est une fragmentation, une subdivision du peuple. On peut appeler ça rapidement comme ça. Et vous avez toujours une structure dominante, une structure dirigeante, soit un leader, soit un bureau central, soit un collectif, mais c'est toujours dans la vision de la domination. Alors, donc, cela se perpétue. Alors, comment cela se concrétise aujourd'hui, en 2021? On a un exemple, mais flagrant, c'est la dictature sanitaire. Voilà un président, par exemple, comme le président de la France, qui se transforme en docteur et qui dit à tout le monde, eh bien, le vaccin, c'est la seule voie pour la santé.
Donc, on voit très bien que la faction présidentielle est dépréciée et qu'en fait, le nouvel ordre mondial est aux abois et qu'il lui faut, disons, un président pour faire valoir ses perspectives. Et en plus de ça, lorsque les gens se réveillent, à ce réveil, il oppose une force militaire pour casser justement les protestations populaires qui se manifestent. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la colonialité de la vision qui aboutit à l'émergence, quand je dis émergence, je suis généreux, au fonctionnement du nouvel ordre mondial. Il fonctionne déjà du fait que tous les présidents en parlent ouvertement depuis au moins 15-20 ans. Toute la société, qu'elle soit chinoise, indienne, africaine, va dans ce sens. Que l'on parle d'indépendance, de souveraineté, mais c'est dans la vision de l'élitisme du nouvel ordre mondial. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la colonialité de la vision et que nous sommes en danger. Il faut changer aujourd'hui la vision et aller vers une vision d'unité du genre humain. Merci beaucoup.